Quelque part dans le nord-est de la Pologne, au milieu de marécages impraticables et de tourbières qui s'étendent à perte de vue, se dresse une construction qui va devenir le théâtre d'une des batailles les plus terrifiantes de l'histoire. La forteresse d'Ozowiec n'a rien d'imposant à première vue, mais elle contrôle un point stratégique crucial, le seul passage praticable à travers ces terres gorgées d'eau, et surtout une ligne de chemin de fer vitale qui relie la Russie à l'Europe de l'Ouest. L'Empire russe a construit cette forteresse entre 1882 et 1892 pour une raison simple, bloquer toute invasion allemande venue de Prusse orientale. L'ingénieur militaire Nestor Bunitsky a conçu un système de défense astucieux. Des murs de briques et de béton renforcés, des casemates enterrées, 2 lignes de tranchées successives avant même d'atteindre les remparts principaux. Tout assaillant qui veut s'emparer d'Ozowiec doit d'abord traverser un terrain marécageux meurtrier, puis franchir ces obstacles multiples sous le feu des défenseurs. Ce qui rend l'Ozowiec particulièrement difficile à prendre, c'est que les Russes n'ont pas besoin d'une garnison massive pour la défendre. La géographie fait le travail à leur place. Les marais canalisent naturellement les attaquants vers des points de passage étroits, transformant chaque approche en un cauchemar tactique. Septembre 1914. La Première Guerre mondiale vient d'éclater, et la machine de guerre allemande se met en marche sur le front de l'Est. L'Empire allemand a un problème majeur. Cette maudite forteresse d'Ozowiec bloque ses ambitions d'invasion. Les généraux du Kaiser veulent foncer profondément en territoire russe, mais impossible de laisser derrière eux une position ennemie fortifiée qui contrôle une ligne de chemin de fer stratégique. La 8e armée allemande reçoit l'ordre d'éliminer ce verrou. 40 bataillons d'infanterie, des milliers d'hommes, convergent vers la forteresse. Les Allemands jouissent d'une supériorité numérique écrasante, ils sont confiants. Le 21 septembre, leur artillerie se met en position et ouvre le feu. Les canons allemands martèlent les fortifications russes jour après jour. Le 26 septembre, les Allemands amènent 60 canons supplémentaires, certains de calibre 203 mm. Ces monstres d'acier crachent des obus capables de pulvériser des murs entiers. Le bombardement s'intensifie, transformant la forteresse en un enfer de flammes et d'explosions. Les défenseurs russes s'accrochent dans leurs casemates, priant pour que le béton tienne bon. Le 28 septembre, les Allemands lancent un assaut frontal massif. L'infanterie allemande s'élance à travers le No Man's Land, baïonnettes au canon, hurlant leurs cris de guerre. Mais l'artillerie russe les accueille avec un déluge de feu. Les obus russes déchirent les rangs allemands, transformant l'assaut en boucherie. Les survivants battent en retraite, laissant derrière eux des centaines de cadavres. Le lendemain, les Russes passent à l'offensive. 2 contre-attaques coordonnées frappent les flancs allemands. Les défenseurs sortent de leurs tranchées et se ruent sur les positions ennemies. Les Allemands, pris par surprise, reculent précipitamment. Leur artillerie doit se replier, mettant la forteresse hors de portée de leurs canons. Premier round pour les Russes. L'échec de septembre 1914 humilie l'état-major allemand. Cette forteresse, défendue par une garnison ridicule comparée aux forces allemandes, continue de tenir. Les mois passent, et Ozowiec devient une obsession pour les commandants allemands. Ils bombardent, ils attaquent, ils bombardent encore. La forteresse absorbe tout, résiste à tout. Février 1915 arrive. Les Allemands, numériquement toujours supérieurs, lancent une nouvelle offensive majeure. Le 3 février, leurs troupes déferlent sur la première ligne de défense russe. Ces tranchées peu profondes ne peuvent pas tenir longtemps. Pendant 5 jours, les soldats du tsar se battent avec acharnement. Mais le 9 février, ils doivent se replier sur la 2e ligne, mieux fortifiée avec des tranchées profondes et des nids de mitrailleuses. Ce repli permet aux Allemands d'avancer leur artillerie. Le 13 février, un déluge de feu s'abat sur la forteresse elle-même. Les généraux allemands ont amené leur artillerie lourde de siège, des canons de 100 à 420 mm. 360 pièces d'artillerie tirent en salve coordonnée toutes les 4 minutes. Le tonnerre de ces bombardements s'entend à des kilomètres à la ronde. Les murs tremblent, les bâtiments s'effondrent, la terre elle-même semble se soulever sous l'impact des obus. Les défenseurs russes vivent dans un cauchemar permanent de bruit, de fumée et de mort. Les casemates offrent une protection relative, mais les hommes subissent un stress inimaginable. Certains deviennent sourds, d'autres développent des tics nerveux incontrôlables. Pourtant, ils tiennent toujours.
Sous les ordres du général Nikolaï Bryossovski, la garnison refuse de plier. Ces soldats russes savent qu'ils défendent plus qu'une simple forteresse. Ils bloquent les ambitions du maréchal Paul von Hindenburg, qui rêve de percer le front russe pour s'enfoncer profondément en territoire ennemi. Osowiec acquiert un surnom, le Verdun de l'Est. L'été 1915 marque un changement radical dans la conduite de la guerre sur le front de l'Est. Les offensives Gorlice-Tarnów ont permis aux empires centraux de reprendre la Galicie aux Russes. Les armées du Kaiser avancent, repoussant les forces du Tsar sur un front de plusieurs centaines de kilomètres. La situation stratégique se détériore rapidement pour la Russie. Dans ce contexte, Osowiec devient un obstacle insupportable pour l'état-major allemand. La forteresse tient bon depuis septembre 1914, presque un an de résistance acharnée. Hindenburg bout de rage. Ses troupes ont bombardé cette position avec des milliers de tonnes d'explosifs, ont lancé attaque sur attaque, et ces maudits Russes tiennent toujours. En avril 1915, les Allemands ont utilisé avec succès des gaz toxiques à Ypres, sur le front occidental, contre les troupes françaises et britanniques. Le chlore a semé la panique, causant des pertes terribles. Cette nouvelle arme chimique a montré son efficacité meurtrière. Les généraux allemands décident d'employer la même tactique sur le front de l'Est. Les Allemands perfectionnent leur arsenal chimique pour l'attaque d'Osowiec. Ils ne vont pas utiliser uniquement du chlore, ils préparent un mélange de chlore et de brome, plus lourd, plus insidieux, plus mortel. Ce cocktail toxique va former un acide en contact avec l'humidité des poumons, détruisant les tissus de l'intérieur. La forteresse d'Osowiec n'est absolument pas préparée pour faire face à une attaque au gaz. Les installations datent de la fin du XIXe siècle. Les baraquements et les abris souterrains ne possèdent aucun système de ventilation artificielle, aucun générateur d'oxygène. Les masques à gaz des soldats russes sont rudimentaires, obsolètes, pratiquement inutiles contre des gaz modernes. Les Russes, en désespoir de cause, ont développé une technique de survie désespérée. Tremper des morceaux de tissu, des maillots de corps, dans de l'eau ou de l'urine, et plaquer ces chiffons humides sur le visage pour filtrer tant bien que mal les vapeurs toxiques. C'est archaïque, c'est primitif, mais c'est tout ce qu'ils ont. L'aube du 6 août 1915 se lève sur Osowiec. Les soldats russes, épuisés par des mois de bombardements incessants, s'activent dans leur position. 3 compagnies du 226e régiment d'infanterie Zemliansky tiennent les lignes avancées. Environ 800 hommes au total. Ces soldats ont survécu à tout ce que les Allemands ont jeté sur eux jusqu'à présent. Ils ne savent pas que cette journée va entrer dans l'histoire. À 4 heures du matin, les Allemands vérifient les conditions météorologiques. Le vent souffle dans la bonne direction, portant vers les positions russes. C'est le moment idéal. Les techniciens allemands ouvrent les vannes des bonbonnes de gaz toxiques. Des dizaines de conteneurs libèrent leur contenu mortel dans l'atmosphère. Un nuage verdâtre et jaunâtre commence à se former devant les lignes allemandes. Cette masse gazeuse se déploie lentement, rampant sur le sol comme une créature vivante. Le mélange de chlore et de brome, plus lourd que l'air, épouse le terrain, s'infiltre dans chaque creux, chaque tranchée, chaque abri. Les premiers Russes qui aperçoivent ce brouillard étrange ne comprennent pas immédiatement ce qui se passe. Puis l'herbe commence à noircir sur le passage du nuage. Les fleurs se flétrissent instantanément. Des oiseaux tombent du ciel, foudroyés. La végétation meurt sous leurs yeux. Un soldat russe, Sergueï Khmelkov, témoignera plus tard de cette vision d'apocalypse. Toute forme de vie au-delà de la tête de pont s'éteint en quelques instants. Le nuage toxique atteint les tranchées russes. Les hommes n'ont que quelques secondes pour réagir. Ceux qui ont leurs masques à gaz obsolètes les enfilent frénétiquement. D'autres déchirent leurs vêtements, les trempent dans leurs gourdes ou urinent dessus et les plaquent sur leur visage. Ces mesures désespérées ne servent pratiquement à rien. Le gaz s'infiltre partout. Il pénètre dans les masques défaillants, contourne les chiffons humides, envahit les abris souterrains mal ventilés. Les soldats russes commencent à suffoquer. Leurs yeux brûlent comme si on y versait de l'acide. Leurs poumons se déchirent. Chaque inspiration est une torture indescriptible. Les hommes s'effondrent par dizaines. Certains se tordent de douleur, griffant leur gorge, tentant d'arracher l'air qui les tue. D'autres vomissent du sang, leurs poumons liquéfiés remontant par leur gorge.
Les plus chanceux perdent connaissance rapidement. Les autres agonisent dans une souffrance inimaginable. En quelques minutes, le carnage est total. Sur les 800 hommes du 226e régiment, la quasi-totalité périt ou est mise hors de combat. Les corps jonchent les tranchées, empilés les uns sur les autres. Le silence tombe sur les positions russes, un silence de mort interrompu seulement par les râles des mourants. Seulement une centaine d'hommes survivent, regroupés autour du lieutenant Vladimir Kotlinski, 27 ans. Ces survivants sont dans un état critique. Leurs poumons sont brûlés, ils crachent du sang à chaque respiration. Leurs yeux pleurent des larmes de sang. Leurs visages sont maculés de mucus verdâtre. Ils enveloppent leur tête dans des bandages improvisés, des lambeaux de tissu ensanglantés. Depuis leur position, les Allemands observent le résultat de leur attaque chimique. Ils voient le nuage toxique s'abattre sur les lignes russes. Ils entendent les cris, puis le silence. Les officiers allemands se congratulent. La garnison russe est anéantie. Osowiec va enfin tomber. 14 bataillons d'infanterie allemande reçoivent l'ordre d'attaquer, environ 7000 hommes. Un bataillon de sapeurs les accompagne, prêt à démolir les fortifications et à déminer les positions. Des mitrailleuses suivent pour consolider les positions conquises. Cette force représente plus de 70 fois le nombre de survivants russes. Les soldats allemands, protégés par leurs masques à gaz modernes, s'élancent à travers le no man's land. Ils avancent avec confiance, presque décontractés. Beaucoup s'attendent à ne trouver que des cadavres. Cette attaque ressemble plus à une promenade militaire qu'à un assaut contre une position fortifiée. Certains Allemands enlèvent même leurs masques à gaz. L'air leur semble suffisamment clair maintenant. Les bataillons allemands franchissent la première ligne de défense russe sans rencontrer de résistance. Les tranchées sont remplies de corps. Ils créent une brèche dans le rempart extérieur. Les sapeurs commencent déjà à préparer les démolitions. Les fantassins progressent vers le cœur de la forteresse. C'est alors que quelque chose bouge dans le brouillard toxique qui persiste encore en lambeaux. Des silhouettes émergent des tranchées. Des formes humaines titubent vers les lignes allemandes. Les soldats allemands plissent les yeux, incrédules. Qu'est-ce que c'est que ça? Du brouillard surgissent des spectres. Ce sont les 100 survivants russes menés par Kotlinski. Mais ces hommes ne ressemblent plus à des êtres humains. Leurs uniformes sont déchirés, trempés de sang et de vomi. Leurs visages, enveloppés de bandages ensanglantés, ne laissent voir que leurs yeux injectés de sang. Leur bouche écume, crachant du mucus verdâtre et des morceaux de tissu pulmonaire. Ces hommes agonisent debout. Chaque respiration déchire leurs poumons brûlés. Chaque mouvement leur coûte une souffrance atroce. Ils sont déjà morts. Techniquement, leur corps ne le sait juste pas encore. Mais ils marchent quand même. Ils chargent quand même. Kotlinski hurle un ordre. Les 100 moribonds se jettent en avant, baïonnettes au canon. Ils titubent, ils trébuchent, mais ils avancent. Certains toussent si violemment qu'ils recrachent littéralement des fragments de leurs poumons. D'autres s'effondrent tous les 2, ou 3 pas, se relèvent, repartent. Un témoin anonyme témoignera pour le journal Pskovskaya Jizn. « Je ne peux décrire la rage et la furie qui ont pris possession de nos soldats lorsqu'ils se sont rués sur leurs empoisonneurs, les Allemands. Les soldats allemands voient ces morts-vivants foncer sur eux. La terreur les saisit. Ce qu'ils ont devant eux défie toute logique, toute compréhension. Ces hommes devraient être morts. Ils ont été gazés, empoisonnés. Ils crachent leurs organes internes. Et pourtant, ils chargent en hurlant comme des démons sortis de l'enfer. 6 hommes russes ouvrent le feu avec leurs fusils. Leurs mains tremblent, leurs yeux voient à peine, mais ils tirent. D'autres suivent, déchargeant leurs armes sur les Allemands stupéfaits. Les mitrailleuses russes, miraculeusement encore opérationnelles, crachent leurs rafales mortelles. La panique s'empare des bataillons allemands. Ces soldats aguerris, qui ont survécu à des mois de combat sur le front de l'Est, perdent complètement leur sang-froid. La vision de ces zombies ensanglantés qui les chargent brise leur morale. Les officiers hurlent des ordres, mais personne n'écoute. Les hommes lâchent leurs armes et courent. La retraite allemande se transforme en déroute. 7000 hommes fuient devant 100 moribonds. Dans leur panique, les soldats allemands oublient leur propre défense. Ils se précipitent vers leur ligne,
vers leurs barbelés. Les premiers arrivés tentent de franchir ces obstacles, mais dans la cohue, ils s'empêtrent dans les fils de fer barbelés. Les suivants se jettent sur eux, créant un embouteillage mortel. Les Russes continuent d'avancer, tirant, chargeant. Les Allemands coincés dans leurs propres barbelés deviennent des cibles faciles. Les balles russes les fauchent par dizaines. Certains Allemands s'empalent littéralement sur les piquets des barbelés dans leur tentative désespérée de fuir. D'autres sont piétinés par leurs camarades en panique. Kotlinski profite du chaos. Il ordonne à ses hommes de reprendre les positions perdues. Les 100 survivants, dans un effort surhumain, repoussent les Allemands hors de la forteresse. Mais ce n'est pas tout. 2 autres compagnies russes, qui avaient échappé à l'attaque au gaz parce qu'elles étaient positionnées plus en arrière, se joignent à la contre-attaque. Les 8e et 14e compagnies du 226e régiment se lancent dans la bataille. Elles profitent de la désorganisation totale des Allemands pour les massacrer. Les soldats du Kaiser, terrifiés, coincés dans leur propre défense, sont abattus comme du bétail. Ceux qui parviennent à franchir les barbelés s'enfuient à toutes jambes, abandonnant armes, équipements, tout. En quelques heures, l'assaut allemand se transforme en catastrophe militaire. Les 7000 attaquants battent en retraite dans le désordre, laissant derrière eux des centaines de morts et de blessés. Les Russes reprennent le contrôle total de la forteresse. L'attaque des hommes morts vient de briser l'offensive allemande. Les heures qui suivent la contre-attaque sont un cauchemar. Les survivants russes, ceux qui ont repoussé l'assaut allemand, agonisent lentement. Leurs poumons brûlés ne peuvent plus assurer leur fonction. Chaque respiration est une torture. Le sang coule continuellement de leur bouche, de leur nez. Leurs yeux sont brûlés. Certains ont perdu la vue. Vladimir Kotlinski, le héros de cette bataille impossible, meurt dans la soirée du 6 août. Son corps empoisonné finit par céder. La plupart des 100 survivants le suivent dans la mort dans les jours qui suivent. Leurs poumons liquéfiés, leurs tissus brûlés par l'acide, leur système respiratoire détruit. Aucun traitement médical de l'époque ne peut les sauver. Les rares qui survivent à leurs blessures restent handicapés à vie. Certains développent des maladies pulmonaires chroniques qui les feront souffrir pendant des décennies. D'autres deviennent aveugles ou malvoyants. Sergei Khmelkov, un des témoins de l'attaque au gaz, vivra avec des séquelles permanentes. La nouvelle de cette bataille incroyable se répand rapidement dans les rangs des 2 armées. Chez les Allemands, les soldats qui ont participé à l'assaut racontent l'horreur qu'ils ont vécue. Beaucoup sont traumatisés. Certains menacent même de se révolter si leurs officiers ordonnent une nouvelle attaque au gaz contre Osowiec. Ils refusent de revivre ce cauchemar. Les Allemands baptisent cette bataille l'attaque des cadavres ou l'attaque des morts vivants. Ce nom va rester dans l'histoire militaire comme le symbole d'une résistance qui défie toute logique humaine. Des hommes condamnés à mort, agonisants, qui trouvent la force de contre-attaquer et de vaincre une force 70 fois supérieure en nombre. Du côté russe, la propagande s'empare rapidement de cet exploit. Les journaux célèbrent l'héroïsme surhumain des défenseurs d'Ozowiec. Le journal Pskovskaya Jizn publie des témoignages de survivants, décrivant la rage et la furie qui ont animé les soldats gazés. Ces récits électrisent l'opinion publique russe, offrant un rare moment de gloire dans une guerre qui tourne mal. Malgré cette victoire extraordinaire, le sort d'Ozowiec est scellé. La situation stratégique sur le front de l'Est continue de se détériorer pour la Russie. Les offensives allemandes et austro-hongroises ont percé les lignes russes en Galicie et en Lituanie. Les armées du tsar reculent sur un front de plusieurs centaines de kilomètres. Mi-août 1915, les Allemands menacent d'encercler complètement la forteresse. Ils ont capturé la forteresse de Kaunas au nord. Le siège de Novogorgievsk, au confluent du Narev et de la Vistule, s'achève le 20 août par une capitulation russe catastrophique. 90 000 prisonniers tombent aux mains des Allemands. Le commandement russe réalise qu'Ozowiec devient un piège. Si les Allemands referment leur tenaille, toute la garnison sera capturée. Défendre cette position n'a plus de sens stratégique, maintenant que les lignes principales de défense russes ont reculé de plusieurs dizaines de kilomètres. Le 18 août 1915, l'ordre d'évacuation arrive. Les soldats russes, le cœur lourd, commencent les préparations. Ils ont tenu cette forteresse pendant presque 1 an, ont repoussé des dizaines d'attaques,
ont survécu à des bombardements infernaux, ont même vaincu une attaque au gaz. Abandonner maintenant leur semble une trahison de tous les sacrifices consentis. Mais les ordres sont les ordres. Les sapeurs russes se mettent au travail. Ils placent des explosifs sur les fortifications principales, minent les ponts, sabotent tout ce qui peut être sabotable. Les Allemands ne doivent rien récupérer d'utilisable. Si Osowiec doit tomber, elle tombera en ruine. Le 22 août, les derniers défenseurs quittent la forteresse. Les explosions résonnent dans la nuit, détruisant les remparts, les casemates, les tours. Les structures que les Russes ont défendues si âprement s'effondrent dans un fracas de béton et d'acier. Les flammes illuminent le ciel au-dessus des marécages. Les Allemands entrent dans Osowiec le 25 août. Ils ne trouvent que des ruines fumantes et des cadavres. La forteresse n'est plus qu'un champ de décombres. Les Russes leur ont laissé une victoire vide de sens. Techniquement, les Allemands ont pris Osowiec, mais la forteresse n'a jamais été conquise par la force. Elle a été abandonnée selon les règles de la guerre. L'attaque des hommes morts du 6 août 1915 représente un cas unique dans l'histoire militaire. Une centaine d'hommes empoisonnés, condamnés, agonisants, ont mis en déroute 7000 soldats en parfaite santé, bien équipés, appuyés par l'artillerie et les mitrailleuses. Les pertes exactes de cette bataille restent difficiles à établir avec précision. Du côté russe, sur les 800 hommes du 226e régiment qui ont subi l'attaque au gaz, environ 700 sont morts immédiatement ou dans les heures suivantes. Les 100 survivants qui ont mené la contre-attaque sont presque tous décédés dans les jours et semaines qui ont suivi. Seule une poignée a survécu avec des séquelles permanentes. Les pertes allemandes sont plus controversées. Les sources allemandes minimisent évidemment les chiffres, mais les historiens estiment que plusieurs centaines de soldats allemands ont péri lors de cette bataille, tués par les tirs russes ou empalés dans leurs propres barbelés pendant la retraite paniquée. Des milliers d'autres ont été blessés ou traumatisés psychologiquement. L'impact stratégique de la bataille reste limité. Osowiec tombe finalement. La Russie continue de reculer sur le front de l'Est. La grande retraite de 1915 coûte à l'Empire russe 15% de son territoire européen, 10% de son réseau ferré, 20% de sa population et 30% de son industrie. Les pertes humaines sont catastrophiques. 2,5 millions d'hommes tués, blessés ou capturés. Mais l'impact moral et symbolique de l'attaque des hommes morts dépasse largement son importance militaire immédiate. Cette bataille devient un symbole de résistance absolue, de courage face à l'impossible. Elle montre que même face aux armes les plus terrifiantes, même en état d'agonie, des hommes peuvent trouver la force de se battre. Pour les Allemands, cette bataille représente un échec humiliant et traumatisant. Leur arme chimique miracle, qui devait leur donner une victoire facile, s'est retournée contre eux d'une manière qu'aucun stratège n'aurait pu prévoir. L'utilisation des gaz à Osowiec ne leur apporte aucun avantage tactique durable, mais elle traumatise profondément leurs propres soldats. La bataille révèle aussi les limites de la guerre chimique. Oui, les gaz toxiques peuvent causer des pertes terribles. Oui, ils créent une terreur indescriptible chez ceux qui les subissent, mais ils ne garantissent pas la victoire. Des hommes suffisamment déterminés, suffisamment enragés, peuvent trouver la volonté de continuer à se battre même avec les poumons détruits. Dans les années qui suivent la Première Guerre mondiale, l'histoire de l'attaque des hommes morts entre dans la légende militaire russe. Un monument est érigé sur le site de la bataille, en hommage aux soldats du 226e régiment qui ont sacrifié leur vie. La forteresse d'Osowiec connaît un destin mouvementé après 1915. Entre les deux guerres mondiales, la Pologne redevenue indépendante rénove certaines parties des fortifications et y installe des unités militaires, dont l'école centrale des officiers du corps de protection des frontières. En septembre 1939, lors de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie, la forteresse ne voit pas beaucoup de combats. Les Polonais l'abandonnent le 13 septembre. Les Allemands la capturent, puis la cèdent à l'Union soviétique dans le cadre du pacte germano-soviétique. Les Soviétiques y installent une garnison. Juin 1941, opération Barbarossa. Les Allemands reprennent Osowiec et l'utilisent comme dépôt de munitions. En août 1944, lors de l'opération Bagration, l'armée rouge la reconquiert après un bombardement aérien massif.
Le 14 août 1944, le deuxième front biélorusse prend les derniers forts encore tenus par la Wehrmacht. Aujourd'hui, les ruines de la forteresse d'Osowiec sont partiellement accessibles aux touristes. Certaines parties se trouvent dans le parc national de Biebrza, d'autres appartiennent toujours à l'armée polonaise et restent interdites au public. Le site attire des passionnés d'histoire militaire du monde entier, venus voir l'endroit où s'est déroulée l'attaque des hommes morts. La bataille a inspiré de nombreuses œuvres culturelles. En 2014, le groupe de métal russe Aria sort une chanson intitulée « Ataka Mertvetsov », l'attaque des morts, sur leur album « À travers tous les temps ». En 2019, le groupe de power metal suédois Sabaton consacre une chanson à cette bataille, « The Attack of the Dead Men », sur leur album « The Great War ». Le studio de jeux vidéo Wargaming, créateur de World of Tanks, réalise un court-métrage sur la bataille. Ces œuvres contribuent à maintenir vivante la mémoire de cet événement extraordinaire. Elles rappellent au monde moderne que pendant la Première Guerre mondiale, dans une forteresse perdue au milieu des marécages polonais, une centaine d'hommes condamnés ont accompli l'impossible. L'attaque des hommes morts pose des questions profondes sur la nature humaine et la guerre. Comment des hommes en train de mourir trouvent-ils la force de se battre? Qu'est-ce qui anime ces soldats russes qui chargent alors que leurs poumons se liquéfient? La réponse tient probablement en un mot: la rage. Une rage pure, primitive, face à l'injustice absolue de l'arme chimique. Les Allemands ont gazé ces hommes comme on extermine des rats. Ils ont utilisé une arme lâche, inhumaine, qui tue dans d'atroces souffrances. Les soldats russes le savent, ils sentent leurs poumons brûler, ils crachent leurs propres organes, ils savent qu'ils vont mourir. Alors autant emporter quelques Allemands avec eux. Cette rage désespérée transcende la peur de la mort. Quand un homme n'a plus rien à perdre, quand il sait que ses dernières minutes arrivent, il peut accomplir des actes qui défient la logique. Les 100 survivants d'Osowiec incarnent cette vérité terrible. Un homme condamné qui se bat pour venger sa propre mort devient la créature la plus dangereuse qui soit. La bataille révèle aussi l'importance du moral et de la psychologie dans la guerre. Les Allemands possèdent tous les avantages matériels: supériorité numérique écrasante, armes modernes, équipements de protection contre les gaz. Pourtant, la vue de ces zombies ensanglantés qui chargent brise complètement leur morale. La terreur psychologique que produisent les hommes morts dépasse largement leur capacité de combat effective. Cette bataille démontre également l'échec de la guerre chimique comme arme décisive. Les généraux allemands pensaient que les gaz toxiques leur donneraient une victoire facile, rapide, quasi automatique. La réalité s'avère tout autre. Les armes chimiques tuent, certes, mais elles ne conquièrent pas. Elles ne capturent pas de territoire. Elles ne brisent pas nécessairement la volonté de résister. Pire encore, l'utilisation des gaz crée une escalade d'horreur qui finit par se retourner contre tous les belligérants. Une fois que les Allemands ont utilisé le chlore, les Alliés développent leurs propres armes chimiques. Avant la fin de la guerre, toutes les armées emploient des gaz, causant des souffrances indicibles dans tous les camps. Au total, la Première Guerre mondiale voit l'utilisation d'environ 124 000 tonnes d'agents chimiques, causant 1 300 000 victimes, dont 90 000 morts. Les archives russes et allemandes contiennent des témoignages poignants de soldats qui ont participé à la bataille d'Osowiec. Ces documents, souvent négligés par l'historiographie occidentale focalisée sur le front de l'Ouest, révèlent l'horreur vécue par les combattants. Un soldat allemand, dont le nom n'a pas été conservé, écrit à sa famille quelques jours après la bataille. « Nous pensions que les Russes étaient tous morts. Le gaz avait fait son œuvre. Nous n'entendions plus aucun bruit de leurs tranchées. Puis ils sont sortis du brouillard. Je n'oublierai jamais leur visage. Ce n'étaient plus des hommes. C'étaient des démons sortis de l'enfer. J'ai vu des camarades jeter leurs fusils et courir en pleurant. Moi-même, j'ai fui. Je ne suis pas fier, mais aucun entraînement ne nous avait préparés à ça. » Du côté russe, Sergei Khmelkov, un des rares survivants de l'attaque au gaz, témoigne pour le journal Pskovskaya Jizn. Le gaz est arrivé comme un brouillard. Au début, nous ne comprenions pas. Puis les hommes ont commencé à tomber. Certains vomissaient du sang, d'autres griffaient leur gorge en suffoquant. J'ai trempé mon maillot dans ma gourde et je l'ai plaqué sur mon visage. Ça n'a servi à rien. Le gaz passait à travers. Mes poumons brûlaient comme si j'avais avalé du feu.
Quand j'ai vu les Allemands avancer, quelque chose s'est brisé en moi. Je me suis dit, si je vais mourir, au moins je vais en emporter quelques-uns avec moi. Ces témoignages illustrent la réalité brute de la guerre chimique. Pas de gloire, pas d'héroïsme romantique. Juste des hommes qui souffrent atrocement, qui meurent dans d'horribles souffrances et qui trouvent dans leur agonie la force de continuer à se battre par pure rage. Les médecins militaires russes qui ont traité les survivants de l'attaque au gaz ont laissé des rapports médicaux détaillés. Ces documents décrivent les effets du mélange chlore-brome sur le corps humain. Les poumons des victimes présentent des lésions massives, les alvéoles sont brûlés, les tissus se nécrosent. Le mélange gazeux, en contact avec l'humidité des voies respiratoires, forme de l'acide chlorhydrique et de l'acide bromhydrique qui attaquent les muqueuses. Les survivants développent ce qu'on appellera plus tard le syndrome du gaz, une maladie pulmonaire chronique caractérisée par une toux persistante, des crachements de sang récurrents, une capacité respiratoire réduite et une susceptibilité accrue aux infections pulmonaires. Beaucoup meurent dans les mois ou années suivant leur exposition, victimes de pneumonie ou de tuberculose que leurs poumons endommagés ne peuvent plus combattre. La bataille d'Ozowiec se produit au début de l'ère de la guerre chimique moderne. En 1915, le droit international de la guerre existe déjà, notamment à travers les conventions de La Haye de 1899 et 1907 qui interdisent l'usage d'armes empoisonnées. Mais ces conventions contiennent des formulations vagues et des échappatoires que les belligérants exploitent. Les Allemands arguent que leurs gaz ne sont pas techniquement du poison au sens de la Convention. Ils prétendent que le chlore est un irritant, pas un poison. Cette distinction juridique cynique ne change rien à la réalité. Les gaz tuent de manière atroce. L'utilisation des armes chimiques pendant la Première Guerre mondiale provoque finalement une prise de conscience internationale. En 1925, le protocole de Genève interdit l'emploi de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tout liquide, matière ou procédés analogues. Ce protocole reste en vigueur aujourd'hui, même si son application effective reste inégale. La bataille d'Ozowiec devient un argument dans les débats sur le désarmement chimique. Les partisans de l'interdiction des armes chimiques citent cette bataille comme exemple de l'inefficacité militaire et de l'horreur morale de ces armes. Si même une attaque au gaz réussie, qui tue ou blesse 700 hommes, peut être repoussée par les 100 survivants agonisants, à quoi bon utiliser de telles armes? Les opposants au désarmement chimique, principalement dans les états-majors militaires, arguent au contraire qu'Ozowiec démontre simplement qu'il faut utiliser les gaz en plus grande quantité et avec une meilleure coordination tactique. Ce débat continuera pendant l'entre-deux-guerres et au-delà. Pour comprendre pleinement la signification de la bataille d'Ozowiec, il faut la replacer dans le contexte plus large du front de l'Est en 1915. Cette année marque un tournant catastrophique pour la Russie. En janvier 1915, l'armée russe lance une offensive majeure en Prusse orientale et dans les Carpates. Ces attaques échouent avec des pertes énormes. Les Russes perdent presque toute leur artillerie lourde et épuisent leurs réserves de munitions. La famine d'obus commence. Les soldats russes au front reçoivent parfois seulement 2 ou 3 obus par canon et par jour. En mai 1915, les empires centraux lancent l'offensive Gorlice-Tarnów. Les Allemands et les Austro-Hongrois percent le front russe en Galicie avec un ouragan d'artillerie. Les armées du tsar, à court de munitions, ne peuvent pas riposter efficacement. Elles reculent sur des centaines de kilomètres. La grande retraite commence en juin et se poursuit jusqu'en septembre. Les Russes abandonnent la Pologne, la Lituanie, une partie de la Lettonie et de la Biélorussie. Des millions de civils fuient devant l'avance des empires centraux. Les armées russes, désorganisées, manquant de tout, se replient dans le chaos. Dans ce contexte de désastre militaire généralisé, Ozowiec représente un des rares succès tactiques russes de 1915. La forteresse tient contre toutes les attaques allemandes de septembre 1914 à août 1915, soit presque un an. Elle immobilise des dizaines de milliers de soldats allemands qui auraient pu être utilisés ailleurs. Elle offre à la propagande russe un récit héroïque dans une année de défaite. Mais ce succès reste isolé et ne change rien à l'issue de la campagne de 1915. Ozowiec finit par être évacuée, non pas parce qu'elle tombe, mais parce que toute la ligne de front russe s'est effondrée autour d'elle. La forteresse devient un symbole tragique,
une résistance héroïque mais finalement vaine face à une catastrophe militaire plus large. La bataille d'Ozowiec illustre également un problème stratégique plus large: l'obsolescence des fortifications fixes face aux armes modernes. Les forts construits au XIXe siècle sont conçus pour résister aux canons de l'époque. Mais la Première Guerre mondiale voit l'apparition d'une artillerie bien plus puissante. Les obusiers lourds allemands de 210, 305 et 420 mm pulvérisent des fortifications que leurs concepteurs pensaient imprenables. La forteresse belge de Liège, réputée imprenable, tombe en quelques jours en août 1914 sous les coups des mortiers Big Bertha de 420 mm. Les forts français de Maubeuge, de Verdun, résistent mieux, mais subissent des destructions massives. Ozowiec survit principalement parce qu'elle n'est pas une forteresse de première importance stratégique. Les Allemands n'y déploient pas leurs pièces les plus lourdes. Mais même ainsi, les bombardements de février 1915 endommagent gravement les structures. Si les Allemands avaient amené leurs mortiers de 420 mm, Ozowiec serait probablement tombé. La guerre moderne rend obsolète non seulement les fortifications, mais aussi le concept même de guerre de position fixe. La Première Guerre mondiale devient une guerre de tranchées, de mouvements limités, d'usure. Les grandes batailles ne se gagnent plus en prenant des forteresses, mais en perçant les lignes de tranchées ennemies. Dans ce nouveau type de guerre, les armes chimiques représentent une tentative de briser l'impasse. Si les obus classiques ne peuvent pas déloger l'ennemi de ses tranchées, peut-être que les gaz le pourront. Cette logique explique l'emploi massif des armes chimiques à partir de 1915. Mais comme Ozowiec le démontre, les gaz ne sont pas la solution miracle espérée. La résistance acharnée des soldats russes à Ozowiec s'inscrit dans une culture militaire particulière. L'armée impériale russe de 1915 est composée en grande majorité de paysans conscrits. Ces hommes viennent de villages dispersés à travers l'immense empire. Beaucoup sont analphabètes. Leur formation militaire est rudimentaire. Pourtant, ces soldats font preuve d'une résilience extraordinaire. Ils supportent des conditions de vie épouvantables, manquent souvent de nourriture et d'équipements adéquats, subissent une discipline brutale de leurs officiers. Malgré tout, ils se battent avec acharnement. Les généraux allemands sont souvent surpris par la ténacité des soldats russes qui continuent à se battre dans des situations désespérées où d'autres armées se rendraient. Cette résilience s'explique partiellement par le système social russe. Ces paysans soldats sont habitués à une vie de privation. Ils ont grandi dans la pauvreté, ont connu la faim, le froid, le travail harassant. La guerre représente certes un enfer, mais un enfer pas si éloigné de leur quotidien paisible. Leur seuil de tolérance à la souffrance est beaucoup plus élevé que celui de soldats venant de sociétés plus prospères. De plus, la conscience politique de ces soldats reste limitée en 1915. La plupart ne comprennent pas vraiment les enjeux de la guerre. Ils se battent parce que le tsar l'ordonne, parce que c'est leur devoir, parce que ne pas se battre signifierait la honte et probablement l'exécution pour désertion. Leur loyauté va à leur unité, à leurs camarades, à leur officier direct, pas vraiment à des concepts abstraits comme la patrie ou l'empire. Cette mentalité explique en partie la contre-attaque d'Ozowiec. Les 100 survivants ne chargent pas pour des raisons idéologiques ou patriotiques élevées. Ils chargent parce que leurs camarades viennent d'être massacrés sous leurs yeux. Ils chargent par esprit de corps, par désir de vengeance, par refus d'accepter une mort passive. C'est une réaction instinctive, viscérale, pas un choix rationnel. Comme pour beaucoup d'événements de la Première Guerre mondiale, la bataille d'Ozowiec a fait l'objet de propagande et de désinformation de tous les côtés. Les différents belligérants ont manipulé les faits pour servir leurs intérêts. La propagande russe a exagéré le nombre d'attaquants allemands et minimisé les pertes russes pour amplifier l'héroïsme des défenseurs. Certains récits russes affirment que les Allemands ont attaqué avec plus de 10 000 hommes et que les Russes n'avaient que quelques dizaines de survivants. Ces chiffres sont exagérés, mais servent à créer un récit épique. La propagande allemande, à l'inverse, a tenté de minimiser l'échec de l'attaque. Les rapports officiels allemands parlent d'un repli tactique plutôt que d'une déroute. Certains documents allemands nient même que leurs troupes aient paniqué, affirmant que la retraite était ordonnée et disciplinée. Les témoignages de soldats allemands contredisent ces affirmations officielles.
Les deux camps ont également manipulé les informations sur l'utilisation des gaz. Les Allemands ont nié pendant longtemps avoir utilisé des armes chimiques à Osowiec, prétendant que les Russes avaient simplement été victimes d'un nuage toxique accidentel causé par leurs propres munitions. Les Russes, de leur côté, ont accusé les Allemands d'avoir utilisé des gaz bien plus toxiques que ce qui était réellement le cas. Cette désinformation complique le travail des historiens modernes qui tentent d'établir les faits réels. Les sources primaires se contredisent souvent. Les chiffres varient considérablement d'un document à l'autre. Il faut croiser de multiples sources russes, allemandes, polonaises et occidentales pour reconstituer une version plausible des événements. Ce que nous savons avec certitude, une attaque au gaz a eu lieu le 6 août 1915. Elle a causé des pertes massives parmi les défenseurs russes. Les survivants ont mené une contre-attaque qui a mis en déroute les assaillants allemands, et cet événement est entré dans la légende militaire sous le nom d'attaque des hommes morts ou attaque des cadavres. La bataille d'Osowiec et l'utilisation généralisée des armes chimiques pendant la Première Guerre mondiale ont profondément influencé le développement du droit international humanitaire. Avant 1914, les règles de la guerre restaient vagues et souvent ignorées. La Grande Guerre a forcé la communauté internationale à repenser ces règles. Le protocole de Genève de 1925, qui interdit les armes chimiques et biologiques, découle directement des horreurs de la guerre chimique de 1914 à 1918. Les négociateurs de ce protocole ont cité des batailles comme Osowiec, Ypres, la Somme, comme exemple de l'inhumanité inacceptable de ces armes. Mais le protocole de 1925 contient des failles importantes. Il n'interdit que l'emploi des armes chimiques, pas leur production ou leur stockage. De plus, de nombreux pays signent le protocole avec une réserve. Ils s'engagent à ne pas utiliser d'armes chimiques en premier, mais se réservent le droit de riposter par les mêmes moyens si l'ennemi les utilise d'abord. Ces failles expliquent pourquoi les armes chimiques continuent d'être produites et stockées après 1925. Pendant la Seconde Guerre mondiale, tous les belligérants possèdent d'importants stocks d'armes chimiques, mais aucun ne les utilise massivement sur les champs de bataille européens par crainte de représailles. L'équilibre de la terreur fonctionne. Ce n'est qu'en 1993 que la Convention sur l'interdiction des armes chimiques établit un régime complet bannissant la production, le stockage et l'emploi de ces armes. Cette convention marque l'aboutissement d'un processus commencé en 1915 dans les tranchées d'Ypres et d'Osowiec. Aujourd'hui, 193 pays ont ratifié cette convention. Les stocks d'armes chimiques déclarés sont en cours de destruction. Mais des violations continuent de se produire, notamment en Syrie ces dernières années. La bataille d'Osowiec reste tristement d'actualité comme rappel des horreurs de la guerre chimique. Un siècle après la bataille d'Osowiec, que reste-t-il de cet événement extraordinaire? Des ruines envahies par la végétation au milieu des marécages polonais. Un monument sobre rappelant le sacrifice des soldats russes. Quelques livres d'histoire mentionnant brièvement cette bataille dans le contexte plus large de la Première Guerre mondiale sur le front de l'Est. Mais l'histoire de l'attaque des hommes morts continue de fasciner. Elle représente un de ces moments où l'histoire défie la logique, où des hommes accomplissent l'impossible. 100 soldats agonisants qui mettent en déroute 7000 attaquants en bonne santé. Comment est-ce possible? La réponse se trouve dans la psychologie humaine, dans la rage désespérée d'hommes condamnés, dans la terreur que peut produire la vue de zombies ensanglantés chargeant baïonnettes au canon. Cette bataille nous rappelle également les dangers des armes de destruction massive. Les généraux allemands pensaient que les gaz leur donneraient une victoire facile. Ils ont créé à la place un enfer qui s'est retourné contre eux. L'escalade de l'horreur, une fois commencée, ne connaît pas de limite. Les armes chimiques utilisées à Osowiec n'étaient que le début. Avant la fin de la guerre, toutes les armées emploieraient des gaz toujours plus toxiques, causant des centaines de milliers de victimes. L'attaque des hommes morts nous enseigne que la guerre moderne, avec ses armes industrielles, transforme les êtres humains en victimes d'une violence impersonnelle et massive. Mais elle nous montre aussi que même face à cette violence mécanisée, l'esprit humain peut trouver la force de résister. Ces soldats russes, gazés, mourants, auraient pu simplement s'effondrer et attendre la mort. Au lieu de ça, ils ont choisi de se battre une dernière fois.
C'est cette combinaison paradoxale d'horreur et d'héroïsme qui fait de la bataille d'Osowiec un événement unique dans l'histoire militaire. Un événement qui mérite d'être rappelé et étudié, non pas pour glorifier la guerre, mais pour comprendre jusqu'où l'être humain peut aller dans la souffrance et dans le courage.